Maintenant, on passe à la fonction distribuée. La commande tout ou rien. L'énergie fournie par l'alimentation, quelle que soit d'origine électrique ou pneumatique, doit être distribuée aux différents actionneurs de système. Deux possibilités peuvent alors être envisagées. Une distribution tout ou rien ou bien une distribution modulation d'énergie. Le cours d'aujourd'hui, ça va être posé sur la distribution en tout ou rien. Alors la distribution en tout ou rien, on l'appelle aussi par commutation, la source d'énergie est alors mise en directe relation avec l'actionneur. Par contre, la distribution par modulation d'énergie, alors dans ce cas, l'actionneur, il reçoit l'énergie de façon graduelle. Ces distributions sont assurées par des préactionneurs qu'on peut classer en fonction des grandeurs d'entrée et de sortie. Alors, c'est des préactionneurs électriques ou des préactionneurs pneumatiques, puisqu'on a bien sûr deux sources d'énergie, pneumatique et électrique. Là, on aura les préactionneurs électriques tout ou rien. Un préactionneur tout ou rien est un constituant de gestion de l'énergie de commande afin de distribuer une énergie de puissance vers les actionneurs. Comme vous voyez, ici, il y a le schéma bloc. Comme entrée, on a l'énergie électrique. Comme sortie, on a l'énergie électrique fournie. Le nom de ce dispositif, ça s'appelle le préactionneur électrique. Sa fonction, c'est établir ou interrompre le circuit électrique. Alors, parmi les préactionneurs électriques les plus utilisés, on trouve les relais et les contacteurs. Ces dispositifs permettent de commander un circuit de puissance à partir d'un circuit de commande. Commençons par les relais. Prenons les relais électromagnétiques en premier. Alors la définition, comme son nom l'indique, il sert en tout premier lieu à relayer, c'est-à-dire à faire une transition entre un courant faible et courant fort, mais il sert également à commander plusieurs organes simultanément grâce à ses multiples contacts synchronisés. La constitution d'un relais. Alors un relais standard est constitué d'une bobine qui, lorsqu'elle est sous tension, il attire par un phénomène électromagnétique une armature, c'est-à-dire une bobine qui attire une armature, qui déplace des contacts. Quand vous regardez là, on a la bobine, circuit magnétique en fer, on a l'armature qui va bouger, on a un ressort de rappel et la palette mobile. Ou bien sûr ici, il y a le circuit ou le contact de circuit de puissance. Là, vous avez l'image du relais électromagnétique en réalité. Lorsque cette bobine elle est parcourue par un courant électrique, il attire l'armature et bien sûr, il va rassurer une liaison. Là, les contacts, on aura le symbole ici. Le symbole du relais, il est symbolisé par une bobine sous forme rectangulaire. C'est le rectangle où s'écrit R. Et l'interrupteur aussi, à côté, associé à un interrupteur. On a le contact à fermeture, c'est-à-dire, normalement, il est ouvert. Quand la bobine il fonctionne, il va fermer le contact. Le deuxième cas, c'est un contact c'est un contact normalement fermé, c'est-à-dire quand la bobine est excitée, il va l'ouvrir. Et en bas, on a le contact, ça veut dire c'est un contact inverseur, soit ici dans ce cas-là, soit dans l'autre cas. Les caractéristiques du relais électrique. Alors, un relais est caractérisé par sa bobine, par la tension de sa bobine de commande,
que ça varie de 5 à 220 volts, c'est-à-dire suivant où on va l'utiliser. Ça pourra être un 5 volts, ça pourra être 12, 24 ou bien 220. Par le pouvoir de coupure de ces contacts, qui est généralement exprimé en ampères, de 0,1 ampère à 50 ampères. Cette caractéristique, elle est très importante. Donc, il faut savoir le courant du circuit pour pouvoir, ça veut dire savoir si c'est un courant, il met en danger le relais ou non. Donc, c'est une caractéristique, comme je vous ai dit, très importante. Donc, c'est le courant maximal qui pourra traverser le contact. Par exemple, si le courant maximal c'est 50 ampères, alors que le courant du relais maximal c'est par exemple 0,5 ou c'est inférieur, donc il va griller notre relais. Donc, il faut faire attention à cette caractéristique. La troisième caractéristique, c'est le nombre de contacts souhaités. Quatrième, c'est l'emplacement, son emplacement dans un circuit imprimé, à visser, embranchable, à souder, le type de courant de sa bobine, en général continu, c'est-à-dire quel genre de courant, le type du courant qu'on va exciter avec lequel la bobine. Est-ce que c'est un courant continu ou bien c'est un courant alternatif? En général, c'est continu parce qu'il y a des inconvénients pour l'usage de l'alternative. En plus, il y a la tension d'isolement entre la bobine et les contacts, la gamme de temps pour un relais temporisé et l'ambiance, les vibrations, l'humidité, poussière, température. Donc, toutes ces caractéristiques, il faut, ça veut dire avoir une idée là-dessus avant de pouvoir utiliser un relais. Maintenant, on passe au relais statique. Alors, la définition. Un relais statique, c'est par définition un organe ayant la fonction d'un relais, mais réalisé avec des composants électroniques, sans aucune pièce mécanique en mouvement, c'est-à-dire un relais qui fait le même rôle que le relais magnétoélectrique, mais on n'a pas une pièce qui bouge, c'est juste avec des composants électroniques. La constitution est la suivante, elle est constituée d'une tension d'entrée qui va exciter un phototransistor, qui va bien sûr agir sur le transistor. Par la suite, c'est ce qui permet que le transistor il est conduit ou il est saturé. Donc il se compose de 3 circuits. Circuit d'entrée, circuit d'adaptation et le circuit de sortie. Dans le circuit d'entrée, celui-ci il assure l'isolement galvanique entre le circuit de commande et celui de puissance. Cet isolement est assuré par un photocoupleur. Pour le circuit d'adaptation, il traite le signal d'entrée et assure la commutation du circuit de sortie, en particulier dans le cas de la commutation au zéro de la tension. Ça veut dire tension haute de 0. Ce circuit il assure que la commutation de la sortie a lieu au zéro de la tension suivante. Le troisième circuit, le circuit de sortie, il est composé de l'organe de puissance. L'organe de puissance, c'est-à-dire le moteur ou bien d'autres circuits de puissance. Celui-ci peut être un triac, soit des thyristors antiparallèles. Dans le cas de la commutation de charge continue, l'élément de puissance est soit un transistor, soit un MOSFET. Là, on passe au contacteur. Alors, pour la définition, le contacteur, il assure la même fonction que les relais, mais il possède un pouvoir de coupure encore plus important, grâce à des dispositifs d'extinction de l'air électrique. Le pouvoir de coupure est particulièrement important pour la commande de charge fortement selfique, comme les moteurs, mais aussi de résistance de puissance, ça veut dire les résistances chauffantes. Pour ces charges, l'apparition d'arcs électriques est régulière et il est nécessaire, et les interrompre risquent de destruction d'incendie. C'est là où c'est mieux d'utiliser un contacteur au lieu d'un relais.
La constitution d'un contacteur. Un contacteur est constitué par des pôles principaux de puissance, par un ressort de rappel, par un circuit magnétique feuilleté, de manière à réduire les pertes par courant de Foucault dues à la présence d'un flux d'induction magnétique alternative, constitué aussi d'une bobine insérée dans le circuit de commande, constituée d'une spire de Frager ou la bague de déphasage qui évite les vibrations dues à l'alimentation en courant alternatif de la bobine de contacteur. Et aussi des contacts auxiliaires qui permettent la possibilité d'additionner au contacteur un bloc de contact auxiliaire instantané ou temporisé. Enfin, il est constitué d'une armature fixe et une armature mobile. Vous voyez ici le symbole et l'image en réalité. Là aussi, on a le contacteur, on va le décrire séparément. Alors, comme vous voyez, chaque élément il est numéroté. Numéro 1, c'est le support contact mobile du pôle. Contact 2, c'est contact mobile du pôle F. Et 3, contact mobile auxiliaire. Et 4, boîtier des pôles et chambre de coupure de l'arc. 5, connexion de puissance. La broche 6 ou l'élément 6, c'est contact fixe de pôle F, contact fixe auxiliaire. 8, c'est le socle. 9, amortisseur de choc de l'électroaimant. 10, partie fixe de l'électroaimant. 11, bague de déphasage. 12, bobine d'attraction. Et 13, ressort de rappel de la partie mobile de l'électroaimant. 14, c'est la partie mobile de l'électroaimant. Fixation pour bloc auxiliaire. Alors là, les caractéristiques des contacteurs. Comme on a vu, les caractéristiques sont très importantes pour le relais. Alors c'est la même chose ici pour les contacteurs. Il faut prêter attention aux caractéristiques des contacteurs aussi. Et on a la tension nominale. C'est la tension maximale d'utilisation en courant continu ou en courant alternatif de fréquence 50 ou 60 Hz. Intensité nominale, courant d'utilisation. Le pouvoir de coupure, c'est la valeur de courant que le contacteur il peut couper sous une tension donnée. Nombre de pôles, est-ce que c'est uni, bi, tri et tétrapolaire selon type d'installation et le régime de Noether. Présentation de schéma, vous avez devant vous le schéma de puissance où c'est identifié le contacteur. Ainsi, il y a le schéma de commande. Ça, c'est fini pour cette séance-là.